Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le cours euh, par un nouveau chapitre sera le dernier chapitre de l'UE et qui va porter sur la réflexion et la transmission des ondes mécaniques et puis aussi donc sur les ondes stationnaires. Et on va là aussi considérer les deux types d'ondes mécaniques qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire les ondes mécaniques dans le cas de la corde vibrante et puis dans le cas des ondes acoustiques. Donc la motivation de ce chapitre, c'est dans le chapitre précédent, on s'était intéressé à la propagation des ondes mécaniques. Mais que ce soit dans le cas de la corde vibrante ou dans le cas des ondes acoustiques, à aucun moment on avait considéré que le milieu pouvait être limité, quoi. Autrement dit, les ondes pouvaient se propager dans un milieu infini, hein. Évidemment, donc, dans la vie réelle, il arrive aux ondes, ce qui nous arrive aussi, c'est qu'on rencontre toujours des limites. Et la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'une onde qui se propage rencontre une limite? Donc on va considérer des limites un peu particulières, c'est-à-dire on ne va pas considérer des limites par exemple, une variation continue des propriétés d'un milieu. On va considérer des changements discontinus, c'est-à-dire des limites discontinues entre deux milieux qui sont homogènes. Donc, par exemple, ça peut être des discontinuités ici que j'ai appelées dures. C'est par exemple, imaginez que vous avez une corde vibrante et puis d'un coup, là, ici, en ce point-là, la corde est fixée. Donc, évidemment, là, il y a une discontinuité qui empêche ici la corde de bouger en ce point-là. De même, dans le cas d'une onde acoustique, on considère donc un tuyau sonore. Donc l'onde se propage dans le tuyau, et puis ici, on peut décider de fermer le tuyau. Donc là aussi, il va y avoir une discontinuité lorsque l'onde va arriver sur l'extrémité fermée du tuyau. On peut imaginer des discontinuités, disons, molles. Par exemple, ici, si la corde vibrante, donc il y a toujours une tension qui la maintient à l'horizontale, mais ici, elle est maintenue par une tige avec un anneau, donc l'extrémité ici est libre d'osciller. Ou dans le cas d'un tuyau sonore, je peux avoir ici une extrémité qui est ouverte. Ouais, donc il va y avoir une discontinuité parce qu'ici, à l'intérieur du tuyau, on a un tuyau qui a une certaine section S, et là, on va se retrouver avec un tuyau sonore qui aurait une section qui est infinie. Puis, il y a tous les cas intermédiaires. Donc le cas intermédiaire, c'est celui qu'on va considérer parce que ça va permettre de traiter les deux cas précédents en même temps. C'est par exemple le cas où, dans le cas de la corde vibrante, on aurait une corde vibrante qui est caractérisée par une propriété mu1, et puis ici, on aurait une corde vibrante caractérisée par une propriété mu2, hein. Et donc, en x égale 0, il y aurait une discontinuité où on passerait euh, bah, d'un type de corde à l'autre. Dans le cas des tuyaux sonores, dans ce cas-là, ça correspondrait au cas où on aurait bah, dans une partie, on aurait un tuyau qui aurait une section S1 et qui contiendrait un fluide caractérisé par une masse volumique ρ1 et un coefficient de compressibilité qui 1. Et puis là aussi, en x égale 0, on passerait dans un tuyau sonore qui aurait une section S2 et qui contiendrait à l'intérieur un fluide qui aurait une masse volumique mu2 et un coefficient de compressibilité qui 2. Donc les objectifs de ce chapitre, c'est quoi? On va essayer de comprendre comment euh, si on envoie une onde incidente sur cette discontinuité, qu'est-ce qui va se passer? Et on va voir qu'en général, une partie de l'onde va être réfléchie, hein. Donc il y a une partie, si j'imagine une onde incidente, une partie va repartir en arrière, que ce soit dans le cas de la corde vibrante ou dans le cas des tuyaux sonores, et une partie va être transmise, va aller au-delà de la discontinuité. Et évidemment, dans le milieu 1, par contre, on va se retrouver donc avec la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie, hein. Et la superposition des deux, on verra que ça va donner lieu justement à ce que on verra dans la suite, qui sont des ondes stationnaires. Donc on expliquera ce que c'est et on regardera les propriétés des ondes stationnaires, à la fois dans le cas de la corde vibrante et puis dans le cas des tuyaux sonores. Donc ça, par exemple, c'est qui est utilisé et très impliqué dans le cas des instruments à cordes et des instruments à vent. Donc le chapitre, on va déjà d'abord regarder les coefficients de réflexion et de transmission dans le cas de la corde vibrante, puis on fera le cas du tuyau sonore, et puis ensuite on regardera les ondes stationnaires, à la fois pour la corde vibrante, puis pour les tuyaux sonores. Donc commençons par la corde vibrante. Donc, dans le cas de la corde vibrante, donc on va considérer la situation suivante. Euh,
on considère un milieu 1 qui correspond au cas des x négatifs. Dans ce cas-là, on a une corde qui est caractérisée donc, par une masse unique mu1. Et puis, pour les x positifs, on a une corde qui est caractérisée par une masse unique mu2. Donc la discontinuité étant x égale 0. Et puis donc ça, c'est ce qu'on va appeler le milieu 1, hein, les x négatifs, et les x positifs, ça va correspondre au milieu 2. Donc on va définir différentes ondes. Donc on considère que en x égale moins l'infini, donc très loin par là, on a une source d'onde qui va émettre une onde sur la corde vibrante. Ça va donner naissance à une onde qu'on va appeler onde incidente, qui est une onde progressive qui part de moins l'infini et qui va aller vers la discontinuité. Donc comme on est dans le milieu 1, c'est une onde progressive qui est caractérisée par x moins C1 de t, où donc C1 c'est donné par la racine de T01 divisé par mu1. Ici on met T01, ça correspond à la tension en l'absence d'onde pour le milieu 1. Donc cette onde incidente, lorsqu'elle arrive sur la discontinuité, une partie va être réfléchie. Donc on va avoir ici une onde réfléchie qu'on va noter y de r. Donc l'onde incidente c'est yi, l'onde incidente c'est yr. Donc comme c'est une onde qui est régressive, on va la noter x plus C1 de t, où on met C1 parce que c'est aussi une onde qui existe dans le milieu 1. Et donc quand on veut décrire l'onde totale qui existe dans le milieu 1, alors il faut on applique le principe de superposition. Le principe de superposition, ça nous dit que l'onde totale, ça va être la somme de l'onde incidente plus l'onde réfléchie. Et puis, donc dans le milieu 2, la seule onde qu'il va y avoir à l'intérieur, c'est l'onde transmise. Donc l'onde transmise, c'est une onde qui est progressive, donc ça va être sa dépendance va être du type x moins C2 de t. Et puis on met C2 de t parce que donc C2 de t, ça va être donné par la racine de T02 divisé par mu2. Et la T02, c'est la tension à l'équilibre, disons, en l'absence d'onde, dans le milieu 2. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, finalement, le but, c'est trouver l'expression de l'onde transmise et de l'onde réfléchie à partir de l'onde incidente. Et on veut savoir, si j'envoie mon onde incidente, quelle va être la partie, quelle part va être transmise et quelle part va être réfléchie. Donc pour faire ça, on a besoin d'écrire le raccordement de différentes grandeurs physiques. C'est-à-dire on va se servir de la continuité de différentes grandeurs physiques. Donc la première condition qu'on va imposer, c'est le raccordement du déplacement. Et on considère que les deux morceaux de corde sont attachés, et donc le déplacement transversal de la corde suivant l'axe OY, mais il doit être les mêmes des deux côtés de la jonction. Et donc la première condition c'est-à-dire la condition qu'on va imposer, c'est que cette situation où on n'aurait pas le même déplacement à droite à gauche, dans ce cas, c'est pas un cas absurde, la corde ne pourrait pas être découpée en deux morceaux, donc ça, on va exclure ce cas. Et donc, on va imposer comme condition que en y égale 0, la partie de la corde qui est à gauche, donc qui correspond au x négatif, et la partie de la corde qui correspond pour les x positifs, en x égale 0, ils doivent avoir le même déplacement. C'est une condition quand même, somme toute logique. Donc la condition, on l'écrit, ça veut dire que le déplacement dans le milieu 1, donc pour les x qui tendent vers 0 par valeur négative, ça doit être égal au déplacement transversal dans le milieu 2, donc pour les x qui tendent vers 0 par valeur positive. Donc ça, c'est une condition de continuité du déplacement. Donc cette condition, on peut la réécrire en fonction des ondes incidentes, réfléchies et transverses. Dans le milieu 2, il y a uniquement l'onde transverse. Dans le milieu 1, il y a la superposition de l'onde incidente YI et de l'onde réfléchie YR. Donc ça constitue notre première équation dont on va servir par la suite. Et puis il nous faut une deuxième condition, et la condition qu'on va utiliser, c'est une condition sur la continuité de la tension de la corde.
Donc, on va voir en fait qu'il y a aussi un raccordement des forces de tension. En effet, ici, si je considère au niveau de la discontinuité une toute petite épaisseur de la corde, bah, si l'épaisseur est très faible, je peux considérer à ce moment-là que la masse qui est ici a une masse nulle. Si cette partie-là a une masse nulle, la somme des forces qui s'applique à cet élément-là doit être égale à 0. Bon, les seules forces qu'on considère, ce sont les forces de tension, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme force de tension? Il y a la force que la partie 2 de la corde va exercer sur ce point. Donc, c'est la force que 2 exerce sur 1, c'est par valeur positive. Et puis, il y a la force que bah, la partie de la corde 1, la partie qui est pour les x négatifs, va exercer aussi sur ce point-là. Et ça, c'est la force que 1 exerce sur 2. J'applique le principe de la dynamique, donc la somme des forces doit être égale à 0, hein, puisque j'ai dit que c'était en ce point-là la masse valait 0, et donc j'arrive à une condition qui est finalement le principe des actions réciproques, qui est que la force que 2 exerce sur 1, c'est égal à la force que 1 exerce sur 2. Donc c'est le principe des actions réciproques, hein, à ceci près que là, on est allé un petit peu plus loin parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes limites, hein. La force que 2 sur 1 n'existe que pour x qui tend vers 0 par valeur positive, alors que celle-là, la force que 1 exerce sur 2 n'existe que pour x qui tend vers 0 par valeur négative. Donc on a cette égalité-là. Donc ça, on peut le réexprimer comme étant une condition de continuité de la tension. Donc si vous vous souvenez ce qu'on avait dit, la convention qu'on avait introduite au début du chapitre précédent, on disait que la tension Tx de t en un point d'abscisse x, c'est la force qui est toujours orientée dans le sens des x positifs, hein. Donc ça va toujours ici correspondre à la force que la partie 2 exerce sur la partie 1. Autrement dit, les deux forces qu'on vient d'écrire, la force que 2 exerce sur 1, je peux la réécrire comme étant la tension T quand x tend par valeur positive, et la force que 1 exerce sur 2 par valeur négative. Donc, vous voyez, ça c'est une force qui est orientée de manière négative, hein. Donc je vais dire que ça c'est moins T moins la tension. Cette force que 1 exerce sur 2, c'est moins la tension pour x qui tend vers 0 par valeur négative. Donc autrement dit, si je remplace ces deux expressions dans l'égalité qu'on vient de démontrer précédemment, je vais aboutir à la condition que la tension quand x tend vers 0 par valeur positive est égale à la tension quand x tend vers 0 par valeur négative. Autrement dit, il y a une condition de continuité de la tension de part et d'autre de la discontinuité, de part et d'autre de la jonction. Donc une des conséquences importantes de ça, c'est que cette continuité de la tension, en particulier, ça va donner comme condition que le module de la tension doit être aussi continu. Hein, donc ce qu'on avait vu précédemment, c'est que dans le cas d'une corde vibrante homogène, le module de la tension, on considère que c'est le même en tout point de la corde, et c'est égal à la tension de la corde au repos. C'était l'approximation qu'on avait considérée. On disait que même en présence d'onde, le module du vecteur tension, c'est égal à la valeur de la tension au repos et ce qu'on avait noté T0. Donc ici, dans ce qu'on a dans ce qu'on avait dit, c'est que le module de T pour la corde 1, qui est donc situé pour les points d'abscisse négative, on avait noté T de 0,1, et puis le module de T pour les points d'abscisse positifs, on l'avait noté T de 0,2. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que ces deux valeurs T0,1 et T0,2, est-ce que ces deux valeurs sont égales? Ça, on va pouvoir y répondre grâce à la condition de continuité qu'on vient d'écrire. Parce que si on a cette condition de continuité, donc en particulier, c'est valable pour les modules. Donc ça veut dire que le module de t par valeur pour les x négatifs doit être égal au module de t pour les x positifs. Donc on va le noter simplement un module de t, c'est une constante, et cette constante, on va la noter t0. C'est-à-dire, en gros, ici, t de 0,1 est égal à t de 0,2, et on va simplement le noter t0. Et donc, on peut du coup réécrire les célérités des ondes, hein, C1 et C2. Finalement, on a ici, c'est le même T0 et c'est uniquement différent. Ça
ça va prendre des valeurs différentes parce que les masses linéiques vont être différentes. Dans un cas, on va avoir mu1, et dans l'autre cas, on va avoir mu2. Donc cette égalité qu'on vient de démontrer sur la continuité des tensions, on peut, en particulier, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe pour la composante transversale. On avait dit que lorsqu'on considère la corde vibrante, la composante longitudinale, c'est pas très intéressant puisqu'on considère que c'est quelque chose qui est constant, qui va valoir T0. Ce qui va nous intéresser, c'est la composante transversale. Donc cette relation vectorielle, je peux la projeter sur l'axe Y et je vais obtenir une condition de continuité de la composante transversale de la tension, c'est-à-dire que T de Y pour X tendant vers 0 par valeur positive, c'est égal à T de Y pour X tendant vers 0 par valeur négative. Donc ça, un moyen d'interpréter cette relation de continuité de la composante transversale de la tension, ça veut dire en particulier qu'on va avoir continuité de la tangente, quoi. Donc ça, c'est aussi ce qu'on avait vu lors du cours précédent sur la corde vibrante, hein. La composante transverse de la tension, je peux toujours l'exprimer comme étant T de 0 fois la dérivée du déplacement transversal par rapport à x. Donc ici, par exemple, la tension, c'est donc la force que la partie de la corde exerce sur 1. Par valeur positive, le déplacement, c'est noté y2. Si je considère maintenant ce qui se passe pour x tendant vers 0 par valeur négative, donc là, on est dans le milieu 1. Donc dans ce cas-là, la tension qui va intervenir ici, ça va être T de 0 fois le déplacement qui existe dans le milieu 1. Donc ça va être la dérivée de y1 par rapport à x qui va intervenir. Donc la relation finalement est toujours valable, hein, mais ici, comme je considère des valeurs positives de x, c'est y2 qui intervient, déplacement dans le milieu 2. Si je considère ici un déplacement pour des valeurs négatives, je vais avoir ici le déplacement dans le milieu 1, donc y. Et donc la condition de continuité qu'on a écrit précédemment, hein, que ce terme-là était égal à celui-là, bah, si je le réécris avec mes deux expressions et que je simplifie par T0, je vais avoir cette égalité-là, hein, c'est que la dérivée de y2 par rapport à x, c'est égal à la dérivée de y1 par rapport à x, hein, au niveau de la discontinuité. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on se souvient que le coefficient directeur de la tangente, c'est donné par la dérivée la dérivée de la courbe, et ça veut dire qu'on doit avoir le même angle, la tangente a la même pente à droite et à gauche. Donc ça exclut l'existence de points anguleux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ça serait, vous voyez qu'ici la tangente est différente pour la corde qui est située dans le milieu 2 et pour la corde qui est située dans le milieu 1. Donc dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est exclu par la condition de continuité de la tangente. On doit forcément avoir le même coefficient directeur, la même tangente à droite et à gauche. Et donc cette condition-là, on va maintenant la réexprimer en fonction des impédances, donc des impédances de la corde, et c'est ça ensuite qui va nous permettre d'obtenir deux équations, et on va utiliser ces deux équations ensuite pour calculer les coefficients de réflexion et de transmission. Donc d'abord, si je considère la tension pour les x qui sont avec des valeurs positives, cette tension-là, elle est générée uniquement par l'onde transmise. Donc ce que je peux écrire, c'est que maintenant la composante transversale de la tension, c'est uniquement dû à la composante transversale de l'onde transmise. Donc ici, je peux écrire que c'est égal à T0 fois la dérivée de y de t, puisque dans le milieu 2, il n'y a que l'onde transmise qui existe. Et ensuite, il faut se souvenir que comme l'onde transmise est une onde progressive, donc ça c'est une relation qu'on a souvent vue pour les ondes progressives, la dérivée de y par rapport à x est égale à moins 1 sur c pour la dérivée de y par rapport à t. Donc ici, je remplace cette dérivée de y par rapport à x par moins 1 sur c, la dérivée de y par rapport à t. Donc là, je me retrouve maintenant avec T0 sur C2, et T de 0 sur C2, c'est ce qu'on avait introduit comme étant
euh, l'impédance de la corde. Donc ici, on se retrouve avec Z2. Donc au final, T de Y, on voit que c'est moins Z2 fois la dérivée de Y de T par rapport à T. Et puis on fait la même chose quand on considère la tension pour les valeurs de X négatifs. Donc cette fois, le déplacement vient à la fois de la contribution de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Donc il faut prendre en compte les deux types d'ondes. Donc là, les expressions sont un peu lourdes, hein, mais si je considère donc la composante transverse de la tension, bah, il va y avoir à la fois un terme qui vient de l'onde incidente, donc ça c'est la composante transversale de la tension due à l'onde incidente, plus la composante transversale de la tension due à l'onde réfléchie. Donc là, j'utilise les formules qui sont valables, hein. Ici, ça me donnait T0 fois la dérivée de YI par rapport à X, plus T0, la dérivée de YR par rapport à X. Et là, ce qu'on fait, c'est ensuite la même opération. Là, on se souvient que l'onde incidente, c'est une onde progressive. Onde progressive, j'ai donc cette relation entre les dérivées de y par rapport à x et les dérivées de y par rapport à t, hein. Donc la dérivée de y par rapport à x, c'est moins 1 sur c1 pour la dérivée de y i par rapport à t. Donc ici, je remplace cette dérivée-là par cette expression-là. Ça me fait venir ce terme-là. Et puis, pour l'onde réfléchie, par contre, elle, c'est une onde régressive. Et dans le cas d'une onde régressive, c'est souvent, hein, la dérivée de YR par rapport à X, je peux l'écrire comme étant 1 sur C1 fois la dérivée de YR par rapport à T. Donc là, il y a un signe plus. Et donc ici, hein, je remplace la dérivée de YR par rapport à X par 1 sur C1 fois la dérivée de YR par rapport à T. Et puis là, on utilise la formule qu'on a vue précédemment, qui est que donc l'impédance de la corde Z1, je vais la noter T de 0 sur C1. Donc ici, ça me fait moins Z1 fois la dérivée de YI par rapport à T, plus Z1 fois la dérivée de YR par rapport à T. Donc là, les expressions sont un peu lourdes, hein, il faut les reprendre calmement à tête reposée. Donc si j'écris maintenant, donc ce qu'on va faire maintenant, on a cette expression-là pour la composante de la tension par valeur positive. On a pour cette expression-là pour la composante de la tension par valeur négative. Et la condition qu'on avait écrite au début, hein, c'était, si je retourne en arrière, c'est qu'on avait continuité des composantes des deux tensions. Donc, si je reporte maintenant les expressions que je viens de trouver, ben voilà, je les avais marquées là, hein, donc si on avait cette égalité-là, je vais remplacer ben, chaque membre de l'égalité par les expressions qu'on avait trouvées. Donc ici, la composante transversale de ty par valeur positive, c'est donné par z2 fois la dérivée de y de t par rapport à t. Et la composante transversale de la tension pour les valeurs négatives de x, c'est z1 fois la dérivée de yi par rapport à t, moins z1 fois la dérivée de yr par rapport à t. Donc une fois qu'on a cette équation, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre par rapport au temps. Donc ici, ça va me noter Z2 fois Y de T, ici ça va me donner Z1 fois Y de I, et ici ça va donner moins Z1 fois Y de R. Là on pourrait se dire, oui d'accord, on pourrait aussi avoir une constante d'intégration, hein, mais cette constante d'intégration, il faut la prendre à zéro, parce que, par exemple, si on n'a pas d'onde incidente, hein, ça n'aurait pas de sens d'avoir une onde transmise. Donc il ne peut pas y avoir une constante d'intégration. Il faut prendre les constantes d'intégration à zéro. Donc on a juste cette égalité, et ben voilà, on va juste un peu l'arranger, hein. Ici, si je divise par Z1 les deux membres de l'égalité, donc ici, ici j'ai inversé les deux termes de l'égalité, hein. Ici c'est YI moins YR, et ici donc je vais avoir Z2 sur Z1 fois Y de T, hein, puisqu'on a divisé par Z1. Et donc ça constitue notre deuxième équation, hein, qui vont nous permettre de déterminer quelle part de l'onde va être transmise et quelle part va être réfléchie. Donc ici, voilà ce qu'on fait maintenant, on va vraiment calculer ce qu'on appelle le coefficient de réflexion et de transmission pour savoir donc, la partie de l'onde qui va être réfléchie et la partie qui va être transmise. Donc, première équation, donc là j'ai enlevé les dépendances en x et t pour alléger les notations. On a cette égalité qui vient de la continuité du déplacement.
Donc yi plus yr, c'est égal à y de t. Et puis on a la condition qu'on vient d'écrire, qui est liée finalement à une condition sur la continuité de la tension, qui est que yi moins yr, c'est égal à z2 sur z1 fois y de t. Donc cette relation, c'est valable évidemment uniquement au niveau de la discontinuité en x égale 0. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? On a yt, yr, yi. Hein, donc il y a trois fonctions déterminées, on pourrait dire trois inconnus, hein, et on n'a que deux équations, mais le but, c'est pas de déterminer ces trois fonctions, puisque finalement la fonction incidente, on ne la connaît pas. Ce qu'on va déterminer, bah, c'est des coefficients de réflexion et de transmission, c'est-à-dire on veut savoir si on connaissait yi, quelle serait la partie qui pourrait être réfléchie et quelle serait la partie qui pourrait être transmise. Ce qui va nous intéresser, c'est finalement les rapports, hein, c'est de yr sur yi et y de t sur yi. Ce qu'on veut réussir à faire, c'est exprimer donc y de r uniquement en fonction de y de i et exprimer y de t uniquement en fonction de l'onde incidente y de i. Donc pour faire ça, une première approche, c'est d'ajouter les deux équations. Donc, par exemple, si je fais la somme de ces deux équations, vous voyez que les yr vont s'éliminer. Ça va me donner 2yi, et ça va être égal à 1 plus z2 sur z1 fois y de t. Donc ici, si je multiplie par Z1 les demandes de l'égalité et que je divise par Z1 plus Z2, j'arrive à cette expression hein, que y de t, c'est égal à 2Z1 divisé par Z1 plus Z2 multiplié par y de i. Donc là, on a exactement ça, on a pu exprimer y de t en fonction de y de i. Et puis, ce qu'on veut faire maintenant, c'est exprimer y de r en fonction de y de i. Donc la première étape, on va multiplier cette deuxième équation par le rapport Z1 divisé par Z2. Donc ça va me faire Z1, Z2, Y de I moins Z1, Z2, Y de R. Puis Z1 divisé par Z2 fois Z2 divisé par Z1, ça fait 1. Donc ici, j'ai Y de T. Une fois qu'on est là, on peut ensuite soustraire les deux équations obtenues. Donc ici, je vais avoir 1 moins Z1 divisé par Z2, Y de I, plus 1, donc là, ça fait moins par moins, ça me fait plus Z1 divisé par Z2 Y de R qui est égal à 0. Donc là aussi, je peux multiplier par Z2 les deux membres de l'égalité, ça me fait Z2 moins Z1 YI plus Z2 plus Z1 YR égale 0, et donc j'arrive à cette expression YR qui va être égale donc à Z1 moins Z2, hein, puisque je passe ce terme-là de l'autre côté, donc il y a un signe moins qui va apparaître, divisé par Z1 plus Z2. Donc là aussi, j'ai exprimé y de r en fonction de y de i. Donc si on résume ces deux résultats, donc là j'ai réintroduit les dépendances en x et t, hein, donc la fonction d'onde du déplacement transversal de l'onde réfléchie, je peux l'exprimer en fonction du déplacement transversal de l'onde incidente, et on voit qu'ici il y a un coefficient, et ce coefficient, c'est le coefficient qu'on va appeler R de Y, c'est le coefficient de réflexion du déplacement transversal de la corde. De même, on a pu maintenant, on a pu exprimer y de t, donc le déplacement transversal de l'onde transmise en fonction du déplacement transversal de l'onde incidente, et on voit que devant ici j'ai un coefficient. Ce coefficient, on va l'appeler taux de y, et ça va être le coefficient de transmission du déplacement. Donc ça me dit, hein, si je connais l'onde incidente, je vais pouvoir connaître la partie de l'onde qui va être transmise, et ici, ça va me donner la partie de l'onde qui va être réfléchie. Donc là, on a réussi à déterminer le coefficient de réflexion du déplacement et le coefficient de transmission du déplacement. Bon, là, d'ailleurs, c'est une remarque, on peut remarquer effectivement que si on calcule taux de y moins r de y, on trouve 1. Donc maintenant qu'on a ces relations, on peut regarder sur quelques cas particuliers à quoi ça correspond. Hein. Donc, premier cas particulier, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a une extrémité qui est fixe? Dans le cas où on a une extrémité fixe, on pourrait ici considérer qu'on a une corde qui a une masse finique infinie. Hein. Donc ça veut dire que Z2, ça va être égal à l'infini.
Et si je, vous voyez, si je prends dans ces expressions, je fais tendre Z2 vers l'infini, ça va donner 0, et ça va donner moins 1. Voilà les coefficients qu'on a, hein. Et vous voyez ici ce qui se passe. Évidemment, il n'y a aucune onde qui est transmise. Et puis, l'onde est totalement réfléchie avec un changement de signe, hein, qui équivaut du coup à un déphasage de pi. Ici, on peut comprendre pourquoi ici il y a un signe moins 1, hein. Vous voyez, c'est qu'au fur et à mesure que l'onde incidente va rentrer, va essayer d'aller dans la discontinuité, il faut que l'onde réfléchie présente un signe moins de manière à ce que la somme des deux soit égale à 0 et que ce point ne bouge pas. Si ce point ne bouge pas, c'est justement ici parce qu'on a un signe moins 1. Et donc l'onde réfléchie va toujours compenser l'onde incidente de manière à ce que ce point reste fixe. Et puis l'autre cas particulier, c'est le cas d'une extrémité qui est libre. Donc dans ce cas-là, ça correspond à une impédance Z2 qui vaut 0. Et puis vous voyez, donc, si je repars des formules et que je fais tendre Z2 vers 0, ici ça va me faire Z1 sur Z1, ça va faire 1. Puis ici, je vais avoir 2Z1 sur Z1, ça fait 2. Donc on est dans ce cas-là, hein, dans le cas où on a une extrémité libre, le coefficient de réflexion est égal à 1. Donc ici, on voit bien que l'onde réfléchie a le même signe que l'onde incidente. Il n'y a pas cette espèce de renversement de signe qu'il y avait dans le cas de l'extrémité fixe. Et puis ici, on a un coefficient de transmission 2. Donc ça correspond au fait qu'au niveau de la discontinuité, hein, en ce point-là, les ondes incidentes et les ondes réfléchies vont s'ajouter. Donc effectivement, on va avoir une onde qui va pouvoir avoir une amplitude qui est double. Et puis l'autre cas particulier, c'est le cas, donc c'est pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs, hein. Si j'ai pas de discontinuité, ça veut dire que Z1 égale Z2. Si dans ce cas-là, on peut voir que le coefficient de réflexion égale 0, et donc ici j'ai tout qui est transmis, hein, c'est normal. Si j'ai Z1 égale Z2, ça veut dire qu'il n'y a pas de discontinuité, donc il n'y a aucune raison que l'onde ne continue pas de se propager le long de la corde. Donc il y a une autre façon d'exprimer maintenant ces coefficients de réflexion. Donc là, on les a exprimés en fonction de l'impédance de la corde, donc Z1 et Z2. On peut aussi les exprimer en fonction des célérités, hein, puisque ici, on a Z1 qui vaut T0 sur C1 et Z2 qui vaut T0 sur C2. On peut réexprimer, donc des fois c'est une autre façon de les exprimer. Si je remplace dans cette expression les impédances par leur valeur, donc ici, je peux simplifier par t de 0, et si je multiplie en haut et en bas par C1, C2, je vais obtenir que RY, c'est donné par C2 moins C1 divisé par C2 plus C1. Pareil pour le coefficient de transmission. Ici, si je remplace Z1 et Z2 par leur expression en fonction de T0 et C, je simplifie par T0, et puis je multiplie en bas par C1, C2, et ça nous amène à ces deux expressions, des coefficients de réflexion et de transmission du déplacement transversal en fonction des célérités. Donc là, par exemple, c'est une animation qui vous montre qu'est-ce qui se passe dans le cas où C1 est égal à C2. Hein. Ça, de manière équivalente, ça veut dire que c'est quand on passe d'un milieu de faible masse linéique vers un milieu de grande masse linéique, donc on passe d'une cordelette vers une corde. Dans ce cas-là, vous voyez que si j'ai un C1 qui est supérieur à C2, le coefficient RY va être négatif, et ce coefficient là va être plus petit que 1. Donc on a ces deux conditions, et c'est bien ce qu'on voit sur cette animation-là, hein. On voit que l'onde incidente arrive sur la discontinuité, on voit que l'onde réfléchie change de signe, elle repart avec un signe négatif, et que l'onde transmise a une amplitude qui est plus petite que 1. Là, on voit bien aussi la différence de célérité, hein. L'onde incidente arrive vite, alors que dans le milieu 2, l'onde se propage plus lentement, parce qu'on est dans ce cas-là. Voilà, donc ça, c'est un schéma qui montre exactement ce qu'on vient de voir. L'onde réfléchie avec un signe moins, et puis l'onde transmise avec une amplitude moindre. Par contre, dans le cas inverse, donc dans le cas où la C1, la célérité dans le milieu 1 est plus petite que C2, donc ça c'est l'inverse, c'est lorsqu'on passe d'un milieu de grande masse linéique vers un milieu de faible masse linéique. Là, on peut voir que du coup,
j'ai C1 qui est plus petit que C2. Donc dans les coefficients ici, le coefficient RY va être plus petit que, va être supérieur à 0, pardon. Et ici, le coefficient T de Y, lui, va être plus grand, va être supérieur à 1. Et donc, c'est ce qui est aussi observé sur cette animation, hein. Donc ici, j'ai l'onde incidente qui arrive. L'onde réfléchie repart avec le même signe, hein. Ça correspond au cas d'un coefficient de réflexion qui est positif. Et l'onde qui est transmise, elle, va avoir une amplitude qui est plus grande que l'onde incidente parce que justement, on a ce coefficient de transmission qui est supérieur à 1. Ça, c'est le schéma qui est extrait du bouquin de Hecht, hein, physique. Et là, si vous êtes observateur, vous voyez qu'ici, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit, hein, mais là, je pense que c'est parce qu'il y a une erreur dans le bouquin. Donc il faut toujours être prudent dans le bouquin. De temps en temps, il y a des erreurs. Ici, l'amplitude doit être plus grand. Hein, c'est ce qu'on vient ici de calculer. Le coefficient de transmission doit être supérieur à 1. Donc ici, l'amplitude doit être au-dessus de celle de l'onde incidente. Donc les coefficients de réflexion et de transmission qu'on vient de calculer, on les a calculés uniquement pour le déplacement transversal, et on peut se poser la question, est-ce que ce sont les mêmes coefficients pour la vitesse transversale? Hein, donc ça, c'est ce qu'on a obtenu pour le cas du déplacement transversal Y. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour le déplacement transversal? Pour faire ça, c'est assez simple, il suffit de dériver ces relations. Donc si je dérive par rapport au temps, ici je vais obtenir la vitesse transversale pour l'onde réfléchie. Ça va être relié à la vitesse transversale pour l'onde incidente par un coefficient ici RV qui est donc égal à R de Y. Et puis pareil, si je dérive cette équation-là par rapport au temps, ça va me donner ici la composante transversale de la vitesse pour l'onde transmise qui est égale à T de Y fois la composante transverse de la vitesse pour l'onde incidente. Donc ici, c'est ce qu'on va définir comme étant le coefficient de transmission de la vitesse. Ça, c'est le coefficient de réflexion de la vitesse. Et vous voyez que ce qu'on a, c'est qu'ils sont égaux. Donc ça sera c'est en général toujours le cas entre vitesse et déplacement. Ils ont les mêmes coefficients de réflexion et de transmission. Maintenant, on va se poser la même question dans le cas de la composante transversale de la tension. Donc là, ce qu'on a obtenu précédemment, hein, c'était les relations qu'on a utilisées pour aboutir à la relation de continuité de la tension. On a que la tension de l'onde incidente, c'est moins de Z1 fois la composante transverse de la vitesse pour l'onde incidente. T de YR, c'est Z1 fois V de YR, et T de YT, c'est moins Z2 fois V de YT. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'exprimer la composante transverse de la tension pour l'onde réfléchie en fonction de la composante transverse de la tension pour l'onde incidente. Donc pour faire ça, on va utiliser cette relation. Donc on part de cette relation qui est que T de YR, c'est Z1 fois V de YR. Mais V de YR, on sait que c'est égal à R fois V, le RV, le coefficient de réflexion de la vitesse, fois V de YI. Et ensuite, si ici je vais introduire un signe moins et que je compense ici par un signe moins devant, hein, moins par moins ça fait plus, donc j'ai bien égalité, mais moins Z1 fois V de YI, ça c'est justement ce qu'on avait appelé T de YI, la composante transverse de la tension de l'onde incidente. Et donc ici j'ai moins RV fois cette composante. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le coefficient de réflexion de la tension. Vous voyez que le coefficient de réflexion de la tension, c'est égal à moins le coefficient de réflexion de la vitesse. Donc c'est différent. On pourrait dire, on va voir qu'après c'est encore pire pour l'onde transmise. Donc pour l'onde transmise, on va utiliser le fait que le coefficient de transmission de la vitesse, en fait ici c'est un V, hein, c'est T de V fois la composante transverse de la vitesse pour l'onde incidente.
Donc, je vais dire que t de y de t, j'utilise ces relations, c'est moins z2 fois v de y de t. Mais v de y de t, je peux le réécrire comme étant t de v fois v de y de i. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'ici, je sors le z2, je divise par z1 et je multiplie par z1. Donc ici, j'ai toujours la même égalité. Et maintenant, ici, à l'intérieur du crochet, ben, ce qu'on identifie, c'est moins z1 fois v de yi, et ça, c'est justement t de yi, quoi. Donc ici, je peux introduire t de yi, et le facteur qui est devant, c'est z2 divisé par z1 fois taux v. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler, hein, le facteur qui est devant, par définition, c'est le coefficient de transmission de la tension. Donc si on résume, on voit que le coefficient de réflexion de la tension, ben, il est différent que celui de la vitesse et du déplacement, donc il y a un signe moins, et que le coefficient de transmission de la tension, ben, c'est Z2 fois Z1 fois le coefficient de transmission de la vitesse. Donc ici, on a un facteur qui est différent. Donc ça, donc il faut faire attention, hein. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je marque dans les coefficients de réflexion et de transmission, je marque à quelle grandeur il se réfère. Hein. C'est toujours, le coefficient de réflexion et de transmission, c'est toujours attaché à une grandeur physique particulière, celle dont on est en train de considérer la transmission et la réflexion. Si on considère des grandeurs physiques différentes, les coefficients de réflexion et de transmission ne sont pas nécessairement les mêmes. Ils peuvent être différents. Donc, dans le cas particulier d'une onde incidente, dans le cas particulier d'une onde incidente, bah, si je considère une onde qui est sinusoïdale, donc une onde incidente sinusoïdale, donc en cosinus oméga t moins k1x plus phi 0,1, là j'écris son expression sous la forme d'une notation complexe, avec ici l'amplitude complexe. Une partie de l'onde va être réfléchie, donc l'onde réfléchie, ça va être une onde progressive, donc là je peux aussi écrire euh, la fonction d'onde complexe de l'onde réfléchie, avec ici l'amplitude complexe que je note à tilde R. Il y a aussi donc l'onde transmise. Donc je peux écrire aussi sa fonction d'onde complexe. Ici, donc, on avait un K1 qui était donné par oméga sur C1, ça c'est dans le milieu 2. Pour l'onde transmise qui est dans le milieu 2, K2, ça va être donné par oméga sur C2. Et là aussi, je peux définir une amplitude complexe A de t, hein, où donc à chaque fois, dans tous les amplitudes complexes, j'ai à la fois une information sur l'amplitude de l'onde incidente réfléchie et transmise, et puis sur la phase de, des ondes réfléchies et des ondes transmises par rapport à l'onde incidente. Et donc si on utilise les relations qu'on a trouvées, hein, donc la relation on l'a démontré pour les fonctions d'onde réelles, mais évidemment c'est aussi valable pour les fonctions d'onde complexes, quand on identifie quand on simplifie par les expressions des fonctions d'onde, les coefficients R de Y, en fait, ça correspond au rapport des amplitudes complexes. Donc le Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2, ça va être égal à A tilde de R sur A tilde de I. Pareil, si on fait pareil pour le coefficient, on considère le coefficient de transmission, ce coefficient taux de Y, ça va correspondre au rapport des amplitudes complexes. Ça, vous le verrez en exo, hein. Quand on a affaire à des ondes sinusoïdales, les coefficients R de Y et taux de Y sont directement reliés au rapport des amplitudes complexes. Donc voilà un résumé un tableau qui résume ce qu'on vient de faire. Donc on a calculé les coefficients de réflexion et de transmission dans le cas pour le déplacement transversal. On a fait de même pour les vitesses transversales et on a aussi calculé ces coefficients R de t et taux de t dans le cas de la tension transversale. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On peut se poser la question finalement sur les aspects énergétiques. Donc là, on a parlé finalement des fonctions d'onde. Comment la fonction d'onde du déplacement transversal, par exemple, quelle partie allait être transmise, quelle partie allait être réfléchie. On peut se poser la même question au point de vue de l'énergie. Donc, si je considère une onde sinusoïdale, on avait démontré au chapitre 3 que la puissance moyenne transportée par une onde progressive de l'amont vers l'aval, c'était donné par cette expression, hein, c'était 1 demi de z oméga carré fois l'amplitude au carré, a au carré.
Donc ça veut dire que je vais avoir ici une puissance moyenne incidente, hein, c'est celle qui vient de l'onde incidente. Une partie de cette puissance incidente va être réfléchie, ça va être donné par la valeur moyenne P de R, la puissance moyenne de l'onde réfléchie, et puis une partie de la puissance va être transmise, et je vais l'identifier comme la valeur moyenne P de T. Donc évidemment, ce qu'on voudrait calculer, c'est euh, quelle partie de la puissance a été transmise et quelle partie a été réfléchie. Donc la puissance moyenne de l'onde incidente, si je considère que j'ai une onde d'amplitude AI, ben, je vais dire que c'est donné par P de I qui vaut 1 demi de Z1 oméga carré fois I carré. J'applique encore cette formule pour l'onde réfléchie. Donc là, l'onde réfléchie, je suis toujours dans le milieu 1, donc ici ce qui intervient c'est Z1. La pulsation c'est la même, et ici donc je mets l'amplitude de l'onde réfléchie au carré. Et puis, donc, il y a la puissance de l'onde transmise. Donc là, c'est une puissance qui est dans le milieu 2. Donc ici, je vais remplacer Z par Z2. Et ici, je mets l'amplitude de l'onde transmise au carré. Donc, ce qu'on va définir, on va définir un coefficient de réflexion et de transmission en puissance. Donc, par définition, le coefficient de réflexion en puissance, on le note grand R. C'est égal à la valeur moyenne de la puissance réfléchie divisée par la valeur moyenne de la puissance incidente. Et puis on définit aussi un coefficient de transmission en puissance, grand T, qui est égal à la puissance transmise en valeur moyenne divisée par la puissance incidente, là aussi en valeur moyenne. Et donc ce sont ces deux expressions, ces deux termes qu'on veut vouloir déterminer. Donc que vaut grand R? Ben, grand R, on vient de dire que c'était P de R sur P de I, donc on remplace par les expressions qu'on a trouvées. On voit que les termes ici, Z oméga carré, se simplifient, et on se retrouve avec R carré sur AI carré. Et donc ça, c'est égal au coefficient de réflexion R de Y au carré. Donc grand R, c'est petit r carré. Donc ça va être donné donc, par Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2 au carré. Et puis il y a le coefficient de transmission. Donc le coefficient de transmission, c'est donné par la puissance transmise sur la puissance incidente. Donc on remplace par les expressions qu'on avait trouvées euh, juste avant. Hein. Donc là, il faut juste faire attention qu'ici, j'ai un Z2 sur AT carré, et là je vais avoir un Z1 sur AI carré. Donc ici j'ai Z2, AT carré, Z1, AI carré. Je peux simplifier par le 1,5 par le oméga carré. Il me reste Z2 sur Z1 fois AT carré sur AI carré. Et ça, par définition, on peut le remplacer par T de Y au carré. Et donc on voit que le coefficient, c'est là où il faut faire attention, le coefficient de transmission en puissance, c'est pas juste le taux au carré, hein, il y a devant ce facteur Z2 divisé par Z1. Quoi. Donc, grand T, hein, au final, ça va être Z2 divisé par Z1 fois taux de Y au carré. Ça, c'était l'expression qu'on avait trouvée. Et on voit qu'on peut, quand on développe, on peut ici simplifier. Ici, je vais avoir du 4. Z1 carré, je peux simplifier le carré avec le Z1 qui est en bas. Et on obtient cette expression du coefficient de transmission. Donc ça nous donne ces coefficients. Hein. Donc il ne faut pas confondre les coefficients. Petit r et petit o, c'est les coefficients de transmission et de réflexion au niveau des fonctions d'onde. Grand R et grand T, c'est les coefficients de réflexion au niveau des puissances. Ça nous dit la puissance qui va être réfléchie et la puissance qui va être transmise. On peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans le calcul. La conservation de l'énergie, hein, ici, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de dissipation, on ne prend pas de dissipation en compte. Donc la puissance de l'onde incidente, elle doit forcément être soit réfléchie, soit transmise. Donc on doit avoir cette égalité-là. Si je divise cette égalité par la valeur moyenne de P de I, hein, donc ça c'est par définition T, ça c'est par définition R, donc on doit avoir R plus T égale 1. On va montrer que c'est bien le cas. Hein. Si je prends l'expression de R et puis je lui ajoute T, je vois ici que c'est le même dénominateur, c'est Z1 plus Z2 au carré. Et puis là, je développe, hein, ça me fait Z1 carré plus Z2 carré moins 2Z1 Z2. Je rajoute ici 4Z1 Z2. Ça me fait donc plus que 2Z1 Z2. Et là, je retrouve une identité remarquable. Hein. Z1 plus Z2 sur 2 Z1 plus Z2 au carré. Et donc, j'ai bien égal à 1. Donc, on a bien vérifié que ces relations-là, ça traduit bien la conservation de l'énergie.
Donc on peut regarder ce que ça donne dans les cas particuliers. Donc dans le cas de l'extrémité fixe, dans le cas où j'ai Z2 qui est infini, vous voyez que si je fais tendre Z2 vers l'infini, ici je vais avoir 1. Par contre ici je vais avoir du Z2 sur de Z2 carré, donc ça me fait ça varie comme 1 sur Z2, et donc si Z2 tend vers l'infini, T va être égal à 0. Donc dans ce cas-là, j'ai R qui vaut 1 et T égale 0. Et puis dans le cas d'une extrémité libre, donc ça veut dire que j'ai grand Z2 qui vaut 0. Donc si je regarde ce qui se passe pour grand Z2 qui vaut 0, donc ici je vais avoir Z1 plus Z1, ça va faire du 1. Et ici, si j'ai Z2 qui vaut 0, ben vous voyez que T, ça va être égal aussi à 0. Donc finalement, dans les deux cas de l'extrémité libre ou de l'extrémité fixe, ben j'ai T qui vaut 0 et R qui vaut 1. Donc ça veut dire que la totalité de l'énergie incidente va être réfléchie. Il n'y a aucune puissance transmise. Euh, toute l'énergie va repartir avec l'onde réfléchie. Et donc voilà, ça c'est le tableau total récapitulatif des coefficients de réflexion et de transmission de la corde vibrante, avec ici les coefficients avec les coefficients grand R et grand T sur la puissance. Donc il y a plein de relations, hein, donc évidemment il ne faut surtout pas les apprendre par cœur. Hein, c'est impossible à retenir. Hein. Le tout, c'est de comprendre le principe et de savoir les retrouver, quoi. Donc les deux principes physiques qui nous ont guidés, c'est continuité du déplacement transversal et continuité de la tension, hein, surtout la continuité de la composante transversale de la tension. Une fois que vous avez ça, on peut retrouver ces coefficients. Et après, donc, bon, à la rigueur, on pouvait vous souvenir de cela, et ensuite il faut savoir retrouver les autres en utilisant les petits raisonnements qu'on a effectués. Ah oui, donc un petit test. Donc, la petite test, c'est par exemple si j'envoie une onde qui a cette forme-là, on peut se demander, à votre avis, à quoi ressemble l'onde après réflexion. Est-ce que ça ressemble au cas A, au cas B, au cas C ou au cas D? Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Donc là, ce qui se passe, en fait, la bonne réponse, c'est le cas C. Hein, donc là, c'est toujours l'argument si l'extrémité est fixe, il faut que l'onde réfléchie s'oppose à l'onde incidente. Donc je dois avoir un signe moins. Hein. Donc il faut que ce soit quelque chose qui parte vers le bas, donc quelque chose de négatif. Et pourquoi ensuite C plutôt que D? Hein. Donc il faut s'imaginer que l'onde. Donc là, ici, c'est d'abord le flanc qui est doux qui va d'abord atteindre la discontinuité. Donc après réflexion, c'est ce flanc-là qui va repartir en premier, quoi. Hein, donc je cherche une courbe avec un flanc doux d'abord et puis un flanc raide ensuite. Et ça correspond au cas du cassé. Donc on peut faire la même question dans le cas où cette fois l'extrémité de la corde est libre. Hein, donc après réflexion, à quoi va ressembler le type d'onde? Est-ce que ça va ressembler au cas A, au cas B, au cas C ou au cas D? Hein, donc là, c'est le même raisonnement. Donc on peut déjà raisonner sur le fait que le flanc qui est doux après réflexion, c'est lui qui arrive le premier sur la discontinuité, donc c'est lui qui doit repartir en premier dans l'onde réfléchie. Donc ça doit être un des cas avec le flanc doux en premier, soit B et C, B ou C. Et puis dans le cas où on a une extrémité libre, donc dans ce cas-là, bon, l'onde réfléchie a le même signe que l'onde incidente, et donc on est effectivement, c'est le cas B, hein, puisqu'on doit avoir l'onde réfléchie doit être aussi positive, puisque l'onde incidente était positive. Là, on pose une question qui est l'onde de pulsation oméga se propage d'une ficelle vers une corde. À la jonction, environ 80% de la puissance est réfléchie,
quelle puissance serait réfléchie si l'onde allait de la corde vers la ficelle? Que ça serait beaucoup moins que 80%, un peu moins que 80%, environ 80%, plus que 80%, ou alors ça dépend de la couleur de la corde. Donc je crée une onde avec une pulsation de pulsation oméga qui se propage sur une ficelle, ça arrive vers une corde, 80% de la puissance est réfléchie. Maintenant, on pose la question, qu'est-ce qui se passerait si l'onde allait de la corde vers la ficelle? Je vous laisse un peu réfléchir. Vous avez trouvé? Et donc là, la bonne réponse, c'est aussi environ 80%, hein, donc c'est exactement la même chose. En fait, quand on regarde les coefficients, le coefficient de réflexion en puissance, hein, c'est un coefficient qui est en Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2 au carré. Hein, donc finalement, peu importe le signe de Z1 moins Z2, hein, comme ici il y a le carré, bah, ça sera exactement la même chose que vous allez dans un sens ou dans l'autre.